Allô, bonjour, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez tous là, les cinq qui sont branchés? Oui, Très bien. Ben, je pense qu'on va commencer en attendant que les autres arrivent, d'accord? Ben, je pense qu'on était là, resté la dernière fois, pratiquement, si vous voulez, au choix du nombre de, disons, de la puissance et bien sûr le nombre de générateurs que nous devons installer. Quels étaient pratiquement les trois critères que l'on devait considérer pour le choix du nombre de générateurs? J'écoute. J'écoute. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous rappeler, s'il vous plaît? J'écoute. Oui, c'est la puissance. Oui, donc, mais quelle puissance? Donc, la puissance de quoi? La puissance utile. La puissance utile à installer, d'accord? Donc, en fait, on avait dit que la dernière fois, donc, c'était si la puissance utile à installer était inférieure, supérieure, disons, inférieure à 350, un générateur suffisait, d'accord? Et si la puissance était supérieure à 2000, inférieure à 350, donc vous avez besoin de deux générateurs, d'accord? Ok? Et vous avez maintenant trois générateurs et plus, bien sûr, si la puissance est supérieure à 1500 kW, n'est-ce pas? Ok? Très bien. Ça, c'est le premier critère, donc c'est en fonction de quoi? De la puissance utile. Ensuite, le deuxième point. C'est le rendement. Bon, laissez le rendement tranquille pour le moment. Mieux que ça, c'est en fonction de la puissance disponible en cas de panne, disons, d'un des générateurs, et donc selon la zone climatique, n'est-ce pas? Ok? N'est-ce pas? Oui? Oui. D'accord. Donc, si vous regardez ici, donc vous avez le tableau, vous le voyez ici, donc ce tableau-là, d'accord? Bien sûr, ça c'est pour la France, mais nous n'avons pas notre propre, si vous voulez, mais on peut résoudre de la même manière, d'accord? Donc, par exemple, pour les zones qui sont très froides, le haut plateau, par exemple, que nous connaissons tous, si par exemple un générateur tombe en panne, il faudrait au minimum que nous ayons 75% de la puissance utile totale qui soit disponible, ok? N'est-ce pas? Et donc vous avez pratiquement les 36% donc pour les climats qui sont, disons, pas très froids, mais donc mais maintenant sur le côté, disons, côtier, vous avez minimum 50% de la puissance qui doit être disponible, ok? N'est-ce pas? Et le troisième critère, c'était quoi? Donc en fait, maintenant c'est, disons, le pourcentage de la puissance utile disponible. Ensuite, le troisième critère, c'était quoi, s'il vous plaît? Troisième critère, c'était quoi? Vous vous souvenez? Est-ce que nous avons le droit de faire travailler, comment dirais-je, est-ce que nous avons le droit disons, de faire travailler une chaudière à pleine puissance? Non, monsieur. Non. Alors, donc, quel est le troisième critère? Le rendement, monsieur. Bien sûr, le rendement, je suis tout à fait d'accord. Donc, c'est les rendements minimaux, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais en fait, aussi, on ne peut pas faire travailler sur une chaudière à pleine puissance. Donc, en fait, on va choisir les deux tiers de la puissance installée, d'accord? Ok? Ça, c'est un critère. Et le quatrième qu'on vous dit, c'est surtout le rendement. Donc, vous avez les quatre critères, disons, pour le choix, disons, du nombre de chaudières que nous devons installer en fonction de la puissance installée. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui? Oui? Très bien, très bien. Donc maintenant, donc, vous avez donc, aussi, donc le rendement doit être contrôlé. Bien sûr, le rendement, c'est tout à fait normal. Donc si je reviens ici, d'accord? En plus, donc, vous avez les rendements. Vous avez les rendements que nous devons suivre. C'est très important aussi, d'accord? C'est tout à fait normal, ok? Alors justement, donc vous avez le rendement utile, par exemple, une moyenne à peu près à 70 degrés.
vous avez le rendement qui est égal à PU, d'accord, sur le Q combustion, multiplié par le PCI. Alors, le PCI, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est quoi le PCI? J'écoute. J'écoute. Monsieur le pouvoir Pardon, vous avez, pardon, Lanesh, Monsieur, c'est la puissance calorifique inférieure. de quoi? De quoi? Du générateur. Quel générateur? Regardez. Vous avez état U, c'est égal à quoi? À la puissance utile, multiplié par Q comble, d'accord, multiplié par le PCI. La puissance utile, c'est celle que vous allez installer, c'est de la chaudière, n'est-ce pas? Ok? Donc regardez, vous avez fait par exemple peut-être votre bilan thermique en hiver, donc c'est ce que vous allez installer. Ça c'est donné par le bilan thermique que vous avez, c'est la puissance utile que vous devez installer. Bien sûr, lorsque vous avez votre chaudière ici, elle va vous délivrer une puissance utile, d'accord? Mais vous l'alimentez avec quoi? Vous avez un brûleur, n'est-ce pas? Brûleur. Vous avez un brûleur. Ce brûleur, vous l'alimentez avec quoi? C'est du gaz, ou bien du mazout, peu importe. D'accord? C'est du mazout ou bien du fuel. C'est ce qu'on appelle le combustible. Donc vous avez un combustible, ok? Et bien sûr, vous savez très bien que chaque combustible, que ce soit le fuel ou le gaz, il a, si vous voulez, un certain paramètre qu'on appelle le PCI. Alors, ça, c'est le pouvoir calorifique inférieur. Vous l'écrivez, s'il vous plaît? D'accord, le PCI représente le pouvoir calorifique inférieur. D'accord? C'est bon? Maintenant, ensuite, aussi, bien sûr, vous avez le pouvoir calorifique supérieur, on va le définir par la suite. Donc, le pouvoir calorifique inférieur, ça représente quoi, d'après vous? C'est la quantité d'énergie qui est libérée par 1 mètre cube de gaz. Merci, voilà. Très bien, merci la Lanesh. Ok, d'accord? Et bien sûr, vous avez le Q combustible que vous voyez ici. Le Q, c'est le débit du combustible que vous brûlez, tout simplement. Ok? C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Voilà, on continue. Et donc, en fait, vous avez, par exemple, les rendements, par exemple, si vous voulez, que vous devez avoir, minimum, donc 89% pour les chaudières au fioul au mazout, et vous allez avoir 90% pour les chaudières gaz. Ok? C'est bon? Ok, on va passer à autre chose maintenant. D'accord? Donc maintenant, si vous voulez, ça c'est pratiquement donc les températures de service que vous devez avoir ici, d'accord? Okay. Et bien sûr, vous devez avoir, si vous voulez, donc ici, donc regardez, le rendement il est contrôlé comment? Le rendement est contrôlé tous les 12 mois. Donc tous les 12 mois, on va contrôler est-ce que la chaudière fonctionne normalement. Ok? Regarde? Ok? Donc ça c'est très important. Ok? C'est bon? Maintenant, on va voir les équipements des générateurs. Les équipements des générateurs. Voilà les équipements des générateurs. Regardez s'il vous plaît. Donc, bien sûr, vous avez les équipements de sécurité que vous voyez ici, d'accord? Et bien sûr, c'est selon le DTI 65.11 normalement, d'accord? Ok. Il est pratiquement sur le code spécifique des équipements que doit comporter chaque générateur. Ok. Alors, si vous regardez donc, ici, qu'est-ce que nous avons? Ce schéma-là. Donc, premier disons, élément de sécurité, c'est le thermomètre. D'accord? Ensuite, vous avez un manomètre, vous avez une soupape de sécurité, vous avez un dispositif de limitation de température, et bien sûr, vous avez une vanne d'isolement. Ok? Alors, le thermomètre à quoi il sert d'après vous? C'est clair, hein, c'est pas sauce, n'est-ce pas? C'est pour contrôler la température pour qu'elle ne soit pas excessive. Le manomètre, c'est pour contrôler la pression intérieure de votre générateur.
la soupape de sécurité, ça c'est quoi la soupape de sécurité? C'est ce que vous voyez ici, d'accord? C'est ce que vous voyez ici, donc la soupape de sécurité. Ça sert à quoi la soupape de sécurité, s'il vous plaît? J'écoute. C'est celle-ci. Ça sert à quoi la soupape de sécurité? J'écoute. Aucune idée? Pour la sécurité, monsieur. Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette soupape? C'est la sécurité de quoi? Comment elle va fonctionner cette soupape de sécurité? Aucune idée? Ben, je vous donne juste un petit exemple. Je pense que vous avez eu l'habitude de faire le café avec votre presse, d'accord? D'accord? Presse à café. Et si vous regardez sur le côté, qu'est-ce que vous trouvez? J'écoute. Vous avez tous fait du café à la maison, je suppose, non? Ah, vous avez donc, vous avez pratiquement sur une petite soupape, un petit truc là qui est sur le côté en cuivre, d'accord? N'est-ce pas? Et ça, c'est une soupape. La soupape de sécurité, c'est éventuellement, lorsque vous avez une pression excessive qui dépasse une certaine valeur, cette soupape, elle va s'ouvrir et elle va dégager l'eau, disons, pour dégager l'eau de l'extérieur pour diminuer la pression, d'accord? Ce qu'on appelle une soupape de sécurité. En cas de pression excessive dans le circuit haut, d'accord, cette soupape va s'ouvrir et part à l'extérieur, d'accord? Donc, en général, si vous voulez, donc, la soupape de sécurité, c'est quoi, si vous voulez? سبب السكيورتي بيتي هذا equipment security هذا يجي equipment security what equipment the security اصبر يمكن نفوكس ايه فوق البيسي تكتب لي بخرى تشر خلينا نقرب ليه La soupape de sécurité, tout simplement, vous avez une bille ici, d'accord? هذه نبرد باش نديك تاكل ندبها هبلت هذيك Monsieur, en cas d'une température excessive, elle s'ouvre pour dégager la pression. Exactement. Donc, regardez, donc, qu'est-ce que vous avez? Par exemple, si vous avez ici de l'eau chaude, d'accord? À l'intérieur de votre, disons, générateur, c'est une pression assez importante. Donc, vous avez une bille là qui, enfin, bien sûr, le principe que vous avez. Et vous avez juste derrière un ressort. D'accord? Un ressort comme ça. OK? Un ressort comme ça, bien sûr, qui est là. Et bien sûr, vous maintenez ce ressort. Vous mettez ce ressort, si vous voulez, avec... Voilà. Donc, vous avez un ressort qui est là. Et ce ressort, il est maintenu par, si vous voulez, une vis là. Et cette vis, bien sûr, elle est trouée. Elle est trouée comme ça, d'accord? Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous avez? Alors, en cas de pression, qu'est-ce qui va se passer? En cas de pression, donc, si vous avez une force aussi importante de ce côté, donc, ça c'est une bille, d'accord, pour le moment, donc c'est une bille, ok? C'est un ressort qui est taré, donc c'est un ressort taré, d'accord? C'est un ressort taré à une certaine pression, donc taré à une pression P,
de sécurité, une pression PS de sécurité, d'accord? Ok? Bien sûr, ça c'est le code de votre chaudière, donc il n'y a pas de problème. Que vous avez ici, donc ça c'est la chaudière, etc. En cas de pression excessive, la pression va pousser la bille, bien sûr elle va pousser le ressort, et ensuite l'eau va s'écouler directement vers l'extérieur, comme ça vous diminuez la pression à l'intérieur de votre chaudière. Ok? Vous avez compris maintenant le rôle de la support de sécurité, s'il vous plaît? Oui? J'écoute. Oui, monsieur. Bien. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle aussi un dispositif de limitation de température. Un dispositif de limitation de température, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Dispositif de limitation de température. J'écoute. Normalement, la température maximale, disons pour les réseaux à basse température, la température maximale est de combien? J'écoute. Elle est de combien la température, s'il vous plaît? Oui? J'écoute. 55, monsieur. Non, non, maximale, parce que c'est de l'eau, disons de l'eau chaude. Oui, j'écoute. J'écoute. C'est 90 degrés, n'est-ce pas? Oui. D'accord, c'est 90 degrés. Donc en fait, il faudrait que la température, c'est pour les réseaux à basse température, il ne faudrait pas que la température dépasse les 90 degrés. Donc en fait, si on voit que la température dépasse les 90 degrés, on va arrêter immédiatement le brûle. D'accord? Donc c'est une régulation supplémentaire qui fait que on mesure la température de l'eau, d'accord? Si celle-ci dépasse, disons les 80 degrés requis, ben vous allez arrêter immédiatement votre brûle, d'accord? Ok? Tout simplement. Alors, bien sûr, vous avez les vannes d'isolement, c'est tout à fait normal. Les vannes d'isolement, c'est une vanne que vous voyez ici, d'accord? Pour pouvoir isoler la chaudière en cas, disons, de maintenance ou tout ce que vous voulez. N'est-ce pas? Très bien. Voilà, donc en fait, ça si vous voulez, c'est les équipements de sécurité. Vous voyez maintenant le point 2, c'est ce qu'on appelle les équipements de contrôle. D'accord? C'est les équipements de contrôle. OK? Vous avez les équipements de contrôle, vous aurez ici. Alors, les équipements de contrôle, vous avez ce tableau ici. D'accord? Vous avez ce tableau. Alors, le premier, c'est quoi? Le premier, c'est l'indicateur de température de fumée en sortie de chaudière. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous entendez par indicateur de température de fumée en sortie de chaudière? Qu'est-ce que vous faites? Vous mesurez. Vous mesurez quoi? J'écoute. 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 Température des fumées. Pardon? La température des fumées. La température des gaz brûlés. Donc, des fumées, c'est des gaz brûlés. Pourquoi? D'accord? Ça, c'est important. OK? Ensuite, vous avez un analyseur de quoi? Deuxième De point. combustion portative. De combustion. Alors, donc, pourquoi avons-nous besoin d'un de combustion? Donc, en fait, qu'est-ce qu'il mesure? La quantité de CO2 et la quantité d'oxygène qui se trouve, bien sûr, dans les gaz brûlés. D'accord? Alors, d'après vous, pourquoi avons-nous besoin de mesurer la quantité de CO2 et la quantité d'oxygène? J'écoute. J'écoute. Oui? J'écoute. Aucune idée? Ben écoutez, lorsque vous avez par exemple une combustion, bien sûr, vous le savez très bien que vous brûlez par exemple, si je prends le gaz, donc vous avez brûlé le gaz, vous le brûlez. Le type de combustion que vous devez avoir, c'est quoi? Le type de combustion, il faut que la combustion soit complète. Il faut que vous brûlez tout le combustible pour avoir un bon rendement, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et donc, en fait, si je contrôle disons, le CO2, on va m'indiquer quel est le type de combustion que j'ai. Est-ce que j'ai une combustion complète, une combustion neutre, ou bien une combustion, si vous voulez, incomplète?
Ok? Et bien sûr, si la combustion est incomplète, ça veut dire que j'ai une certaine partie d'oxygène que je n'ai pas utilisée, et par exemple, si j'ai une certaine partie de mon combustible que je n'ai pas utilisée. Donc c'est important d'analyser la combustion. Ok? Regarde. Maintenant, vous avez le troisième point, c'est quoi le troisième type? Donc c'est analyse à part d'analyse de quoi? De l'indice de noircissement, n'est-ce pas? Noircissement. Qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous avez compris par l'indice du noircissement? Bien sûr, ça c'est pour les fuels, n'est-ce pas? Ça c'est pour les fuels. C'est-à-dire pour le mazout. C'est pour le mazout, ok? Alors, qu'est-ce que c'est pour l'indice de noircissement? Lorsque vous brûlez, par exemple, un combustible liquide, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, si la combustion n'est pas complète, bon, il va dégager, toujours bien sûr, de la fumée, n'est-ce pas? Mais il va y avoir de la suie, d'accord? Une fumée noire, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, donc on mesure l'indice de noircissement pour ne pas que les gaines soient, si vous voulez, imbues d'une couleur noire, etc. D'accord? Ok? Donc, c'est pour mesurer les suies, la quantité de suie qui est libérée par le fût. Ok? Le suie, vous savez qu'est-ce que c'est que la suie, non? Oui, monsieur. D'accord? Très bien. Ensuite, vous avez le quatrième point, c'est un déprimomètre. Ok? Un déprimomètre, qu'est-ce que ça indique pour un déprimomètre? Dépression. Dépression où? Où? C'est dans le foyer de votre générateur. Vous savez très bien, ça fait longtemps qu'on l'a vu, les chaudières peuvent avoir, si vous voulez, un foyer en surpression ou un foyer en dépression, n'est-ce pas? Oui. D'accord? Et donc, en fait, ici, donc je viens des fluides, donc mesurer la surpression dans le foyer. Ok? Ensuite, vous avez le cinquième point, c'est quoi? Indicateur d'année de fonctionnement. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ça veut dire? J'écoute. 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 Alors, l'indicateur de fonctionnement de quoi? J'écoute, s'il vous plaît. Voilà, c'est du brûleur. Parce que vous avez le brûleur, il a plusieurs vitesses de fonctionnement, d'accord? Donc, il faut avoir, si vous voulez, parce que vous avez une turbine qui fonctionne, et pour savoir la vitesse, la lieu de fonctionnement de l'autre turbine. OK? Ensuite, vous avez ici, le dernier point, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'indicateur de débit du combustible ou de fluide carbonate. D'accord? Donc, on a besoin de mesurer le débit, disons, soit de gaz, soit de mazout, ou bien de l'eau chaude que nous produisons. OK? OK? Et le dernier point ici, donc, ce que vous devez avoir, c'est l'indicateur, c'est un thermomètre pour mesurer la température du fluide carbonate, bien sûr. Si vous regardez ce schéma-là, donc j'ai une température à l'aller et j'ai un thermomètre à l'aller et un thermomètre au retour. D'accord? C'est bon? Oui. Oui? Donc voilà ce que vous devez. Donc des équipements de sécurité et aussi des équipements de contrôle permanent de votre générateur. C'est bon? Pas de questions à poser? Oui, non. Pas de questions. On continue? Très bien. Donc, on va passer maintenant, bien sûr, comme on l'a dit, donc, parce que vous avez des générateurs, d'accord, des chaudières, évidemment, elles vont produire de la fumée, n'est-ce pas? Oui. Cette fumée, nous avons besoin de l'évacuer vers l'extérieur. D'accord? Et l'évacuation de ces fumées se fait par le biais d'un conduit de fumée. OK? N'est-ce pas?
se fait par le biais d'un conduit de fumée. Donc le conduit de fumée, il assure quoi? Donc vous lisez la définition. Le conduit de fumée, il assure l'évacuation dans l'atmosphère des produits de combustion. Ok? Alors, comme on l'a déjà vu, donc cette éruption peut se faire par tirage naturel, ok? Soit par tirage forcé, sans problème. Ok? Bien sûr, vous avez donc la mise en œuvre des conduits de fumée est spécifiée par le DTU 24.1. Donc si vous téléchargez le DTU 24.1, il vous indique pratiquement toutes les dispositions que vous devez considérer, d'accord, pour le calcul, bien sûr, aussi pour l'installation des conduits de fumée. Ok? C'est bon? Très bien. Maintenant, les matériaux. Les matériaux, donc, en fait, qui peuvent constituer notre conduit de fumée. D'accord? Alors, bien sûr, le premier point, c'est quoi? C'est la tête lisse. Bon, ça, ça fait quand même. C'est oublié, là, c'est surtout pour les installations qui sont petites. D'accord? C'est pour les installations petites. Maintenant, ici, le deuxième point, c'est de la brique. De la brique réfractaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la brique réfractaire, s'il vous plaît? La tête lisse, on la connaît tous. C'est comment les boulangers. Mais d'accord, boulanger, mais il faut expliquer qu'est-ce que c'est que la brique réfractaire. Elle résiste pour les grandes températures. Exactement. Très très bien. Merci beaucoup, Zimouch. D'accord, en fait, la brique réfractaire, c'est une brique qui n'est pas classique. D'accord, c'est une brique pleine déjà. Donc, c'est une brique pleine. OK? C'est une brique pleine et on l'appelle réfractaire parce qu'elle résiste à des hautes températures. OK? Alors, bien sûr, ces briques réfractaires, on l'utilise aussi dans les hauts fourneaux pour produire le ciment, etc. Donc, on dans les fours des briques électriques. OK? Et surtout aussi pour les fours pour cuire la brique, disons, pour la brique classique. Ensuite, le troisième point, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un boisseau. Un boisseau, ce sont des éléments, si vous voulez, disons, de tuyaux en technique, des éléments que vous mettez l'un derrière l'autre. On va les voir tout à l'heure. OK? Bien sûr, elles peuvent être aussi en métallique. D'accord? En métallique, mais vous pouvez avoir de l'acier noir. D'accord? De l'acier inoxydable ou bien de la tôle en aluminium. D'accord? Alors, l'acier noir, vous connaissez tous qu'est-ce que c'est que l'acier noir, n'est-ce pas? Oui? Oui. Très bien. Alors c'est quoi l'acier noir, s'il vous plaît? J'écoute. J'écoute. C'est quoi l'acier noir? C'est du fer plus un pourcentage très faible du carbone. Très très bien, merci. D'accord. Et l'acier inoxydable? Et le zinc, normal. Pardon? Et le zinc. Là, voilà, c'est non. D'accord? C'est le galvanisé, d'accord, qui a du zinc. D'accord, tout bien? Ok. Ok? Ok? L'inoxydable. L'acier inoxydable, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on ajoute comme élément? Le chrome, monsieur. Merci. Donc le chrome aussi. Voilà. Vous avez trois principaux. Donc l'acier, vous lui ajoutez donc l'acier. Vous avez là, disons, la base, vous avez l'acier. Vous ajoutez du chrome, d'accord? Ok? Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Donc, ce qu'on appelle le chrome. Vous pouvez aussi ajouter du molybdène, d'accord? Ça, c'est les éléments. Vous partez donc sur le tableau de Mendeleïev, vous allez trouver tout ça, d'accord? Vous avez le molybdène, donc vous avez aussi le vanadium. Ok? Vous avez le vanadium pour en faire, si vous voulez, de l'acier inoxydable. Ok? D'accord? Donc vous pouvez ajouter soit le chrome, d'accord? Le vanadium ou disons le molybdène, ou bien vous mettez 2 à 2. Par exemple, vous ajoutez du chrome vanadium ou du chrome molybdène à l'acier, etc. pour en faire un acier inoxydable. Ok? C'est bon? Et donc, en fait, vous avez des gaz. Donc, la fonte, si on peut l'utiliser, bon, mais si on sait tout ça, c'est lourd. D'accord? Ok? Et aussi, on peut aussi utiliser de l'acier ordinaire galvanisé. Alors, galvanisé, si on ajoute quoi? On ajoute du zinc. Ok? Le galvanisé, on ajoute du zinc. Tout ça. D'accord? Alors, on va un petit peu maintenant, donc, disons que ça, c'est les conduits de fumée que vous pouvez avoir. Donc, ça, c'est juste une méthode, disons, d'installation. D'accord? OK? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Donc, vous avez des collets de cirage parce que, disons, la gaine, les conduits de fumée, vous avez des morceaux
disons, 2 mètres par 2 mètres ou 1 mètre par 1 mètre, et vous voulez raccorder entre normes. OK? C'est ça? Et bien sûr, il y a des moments où nous avons besoin de quoi ici? Qu'est-ce que vous lisez ici? S'il vous plaît? Laine de roche. Laine de roche. Alors, à quoi sert cette laine de roche, s'il vous plaît? L'isolation. L'isolation, effectivement, parce que, par exemple, si vous êtes obligé de traverser des locaux sensibles, bien sûr, si vous avez, par exemple, un conduit fumé avec des températures qui avoisinent les 200 degrés ou les 150-175 degrés, d'accord? Bah, vous risquez d'avoir comme une certaine chaleur qui diffuse dans ces locaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On l'isole donc, quand on a besoin, quand on passe avec des locaux sensibles, n'est-ce pas? Okay. Alors, voilà les boissons. On avait parlé des... Regardez ici, on avait parlé des boissons ici, n'est-ce pas? Ok. Le boisson, là, mais quoi? Le boisson, c'est un élément en brique, d'accord? En brique et alvéolé. On fait l'un sur l'autre. On met l'un sur l'autre, d'accord? Une fois qu'on a un fougada, on peut faire, si vous voulez, un conduit de fumée en brique réfractaire, tout ce que vous voulez. D'accord? Regarde. Donc ici, vous avez par exemple un boisseau alvéolé, donc il est vide à l'intérieur ici, regarde. Et vous avez aussi un boisseau plein, donc c'est juste de la brique trouée qu'on calcule. Ok? Regarde. C'est bon? Bien sûr, ce qui nous intéresse aussi, c'est surtout l'implantation des conduits de fumée. L'implantation des conduits de fumée, d'accord? Alors, ces conduits de fumée, ils peuvent être intérieurs, d'accord? Ou bien ils peuvent être aussi extérieur. D'accord? Alors bien sûr, vous savez très bien que intérieur ou extérieur, ça dépend de quoi d'après vous? Ça dépend de quoi? La puissance. La puissance, tel que vous le voyez ici, bien sûr. Alors, plus la puissance est importante, donc si ça dépasse les 300 kW, on est obligé d'avoir un conduit de fumée extérieur. Il ne faut pas le placer à l'intérieur du bâtiment, du local que vous êtes en train de chauffer, n'est-ce pas? Sinon, ça dégage beaucoup de chaleur. OK? Maintenant, donc, les conduits de fumée, donc intérieurs, les conduits de fumée intérieurs. Alors, bien sûr, les conduits de fumée doivent être toujours mis en quoi? En dépression, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal, non? Oui, non. Alors, pourquoi ils doivent être en dépression, s'il vous plaît? Pourquoi ils doivent être en dépression? J'écoute. 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 Allez, pourquoi être en dépression? Pourquoi les conducteurs doivent être en dépression? Aucune idée? Non, c'est bien sûr, c'est pour aspirer les produits de combustion et bien sûr pour les rejeter vers l'extérieur. Ils doivent toujours être en dépression. D'accord? Alors, par dépression naturelle, généralement, par dépression naturelle, ok? Ou bien par un dispositif mécanique. Par un dispositif mécanique, c'est un ventilateur. Ok? Oui ou non? Oui? Très très bien. Très très bien. D'accord. Maintenant, il y a une chose qui est très importante. Qu'est-ce que vous lisez, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous lisez? Si par exemple vous n'avez pas de dépression, donc le dispositif de dépression, par exemple si vous avez un ventilateur qui fonctionne pour évacuer les gaz brûlés vers l'extérieur, en cas où le ventilateur s'arrête, donc le dispositif mécanique s'arrête, qu'est-ce que vous devez avoir? D'accord? Il faut tout de suite arrêter le fonctionnement des générateurs, ok? Parce qu'on ne peut pas évacuer les gaz brûlés, donc ça va faire une catastrophe. Donc arrêtez tout de suite les générateurs. Et ensuite, il faut donner l'alerte, donc pour dire que voilà, le dispositif, si vous voulez, de l'isodépression ne fonctionne pas pour qu'on puisse le répondre. Ok? C'est bon? Vous m'excusez, il y a monsieur là qui m'appelle, une seconde, d'accord? Ok? Allô? Allô?
ici. Vous avez un T de raccordement qui est là, donc vous avez un T de raccordement à 90 degrés, d'accord? Ensuite, vous devez avoir un support pour maintenir le conducteur à l'intérieur de votre chaufferie. Et qu'est-ce que vous avez ici, s'il vous plaît? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous lisez d'abord? Camp d'écoulement. Camp d'écoulement, qu'est-ce que ça vous... qu'est-ce que c'est qu'un camp d'écoulement d'après vous? Écoulement de quoi, s'il vous plaît? Écoulement de quoi? L'eau, monsieur. Pardon? De l'eau. L'eau, oui. Alors pourquoi vous dites de l'eau? Effectivement, c'est oui, d'accord? Et pourquoi vous dites de l'eau, s'il vous plaît? J'écoute. C'est que vous pouvez, par exemple, avoir, parce que vous avez les défumés, donc des gaz brûlés. Ils contiennent de la vapeur d'eau, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Ils contiennent de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau, s'il fait, par exemple, très froid dehors, vous risquez d'avoir des condensations. N'est-ce pas? Oui. Donc, il faut prévoir, si vous voulez, un dispositif, disons, d'évacuation de l'eau en cas de condensation de la vapeur d'eau qui se trouve dans les gaz brûlés. OK? C'est bon? OK? Voilà, donc maintenant, regardez, ça c'est ce que vous avez sur une seule chaudière. Voilà comment il faut raccorder éventuellement. Maintenant, regardez le schéma qui est très important et que l'on retrouve toujours. D'accord? Ok? Ça, c'est un schéma qu'il faut bien connaître. Il faut bien connaître, s'il vous plaît, d'accord? Vous avez, par exemple, si on doit raccorder plusieurs chaudières, donc je peux avoir une chaudière, je peux avoir une deuxième chaudière, d'accord? Est-ce que vous voyez que le raccordement, comment il doit se faire? D'accord? Alors, bien sûr, vous avez ce qu'on appelle, si vous voulez, ce qu'on appelle un carreau, d'accord? Tout cet élément-là, d'accord? Ça s'appelle un carreau. Ça s'appelle un carreau. Donc, c'est, comment dirais-je, un élément qui nous permet de raccorder les générateurs sur le conducteur à la sortie des générateurs. N'est-ce pas? OK? Alors, bien sûr, ici, qu'est-ce que vous devez avoir? Ce qui est important, c'est surtout les coudes. Et le raccordement ici, comment il doit se faire. D'accord? Vous voyez bien qu'à la sortie de votre générateur, est-ce que vous avez, par exemple, donc vous n'allez pas directement à 90 degrés sur le carreau, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous devez avoir un certain angle, à peu près ici, il fait combien? 45 degrés, d'accord? Cet angle doit faire 45 degrés. La même chose de ce côté, vous devez avoir 45 degrés de raccordement, etc. Donc vous êtes obligé, donc si vous êtes comme ça, vous êtes obligé d'utiliser un coude à 45 degrés jusqu'à la sortie de votre chaudière. N'est-ce pas? OK? Maintenant, regardez qu'est-ce qu'on doit avoir. Qu'est-ce qu'on doit avoir? J'écoute. Qu'est-ce que vous lisez ici? Trappe de visite. Trappe de visite. Donc, visiter quoi? C'est visiter le conduit de fumée, donc pour voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, n'est-ce pas? D'accord? Et bien sûr, vous avez toujours des éléments ici que vous devez considérer, d'accord? Ça, c'est une vue horizontale. Ça, c'est une vue horizontale, n'est-ce pas? Ça, c'est une vue horizontale. Et vous repartez verticalement avec un T à 90. Un T à 90 verticalement. Et bien sûr, vous montez de ce côté vers l'extérieur, ok? Donc, ça, vous avez un élément droit, d'accord? Et vous avez, et ça, c'est quoi aussi? Ça, c'est quoi aussi? C'est un bouchon, donc c'est un tampon d'obturation, éventuellement. C'est pour voir, si vous voulez, pour pouvoir éventuellement, si vous voulez, quoi faire quoi? S'il y a condensation, éventuellement, donc évacuer l'eau vers l'extérieur, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est une pure, donc en fait, pour éliminer les eaux de condensation que vous devez avoir. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui. Oui? Vous devez quand même voir surtout les détails que nous avons cités pour voir un petit peu comment ça fonctionne, n'est-ce pas? OK? Et bien sûr, qu'est-ce qu'il faut avoir? Ça, c'est aussi des éléments, si vous voulez, nécessaires, d'accord? Qu'est-ce que vous devez prévoir? Dans le cas de générateur gaz, alors bien sûr, vous avez bien sûr les longueurs donc, qui doivent être, si vous voulez, raccordement pas plus de 1 mètre, d'accord? OK?
Vous avez, enfin, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, voilà, tout est résumé là. D'accord? Ok? Alors, bien sûr, donc, disons, le tronçon commun, on l'appelle le carnot, c'est lui qui permet, disons, d'avoir les différentes sorties de chaque chaudière vers, disons, l'extérieur. Ok? C'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non? Donc, le document, je vous les ai envoyés, je suppose, non? Oui? J'écoute, oui? Oui, monsieur, un document. D'accord, très très bien. Là, vous pouvez voir un petit peu, donc pour aller un peu plus vite. D'accord, ok? Maintenant, ce qu'il faut savoir, bon, ça, c'est des éléments, disons, supplémentaires, donc le tubage, d'accord? Alors, le tubage, c'est quoi? C'est que, par exemple, il consiste à introduire un tube indépendant dans un seul conduit. Si vous avez, par exemple, un ancien conduit, vous voulez le rénover, d'accord? Vous ajoutez un deuxième tube à l'intérieur, tout simplement, d'accord? Pour pouvoir, si vous voulez, qu'il soit... Supposons que vous avez un conduit de fumée en brique. Vous voulez en faire un conduit de fumée nouveau, par exemple, en inox, ou bien en acier noir, donc vous mettez un tube à l'intérieur, tout simplement, ok? Ok? Le chemisage, c'est à peu près la même chose. Le chemise, c'est à peu près la même chose, donc on dit un mortier, etc. D'accord? Le chemisage, c'est que vous mettez une chemise à l'intérieur, tout simplement. Ok? C'est bon? Ok? Donc, on va voir maintenant les dimensions. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est les mises en œuvre, les techniques de mise en œuvre. Maintenant, c'est les dimensions. D'accord? Ah, bien sûr, lorsque vous avez, donc, on peut considérer que c'est du fil qui est brûlé, ou bien c'est du gaz, tout simplement. N'est-ce pas? Oui. Ah, bien sûr, vous avez par exemple les puissances, donc vous avez les détruits qui sont conservés, d'accord? Vous avez les condés avec leurs annexes, etc. Vous avez les arrêtés qui sont concernés, etc. Donc c'est la réglementation, d'accord? Je pense que ça, c'est vous juste essayer un petit peu de la consulter pour un petit peu qu'est-ce qu'elle dit cette réglementation. Ok? Regarde. Bien. On continue. Donc ça, c'est un tableau récapitulatif, on va le sauter, c'est pas la peine de le lire parce que vous pouvez le lire par vous-même, d'accord? Ok? On va passer directement. Alors maintenant, ce qui m'intéresse, c'est surtout les conduits shunt. Les conduits shunt. Alors d'après vous, qu'est-ce que c'est qu'un conduit shunt, s'il vous plaît? On l'a vu déjà, non? Qu'est-ce que c'est qu'un conduit shunt? J'écoute. Un conduit shunt, c'est ce que vous voyez ici, d'accord? Un conduit shunt, c'est ce que vous voyez ici. Alors regardez, s'il vous plaît. Regardez, s'il vous plaît. Ici, qu'est-ce que vous avez? Si c'est des chaudières, c'est des chaudières, bien sûr, individuelles, murales, d'accord? Et si vous devez évacuer les gaz brûlés, si vous devez évacuer les gaz brûlés, voilà comment on doit le faire à travers un conduit shunt. Donc, au niveau de chaque local où vous avez votre équipement, d'accord? Il faudrait que les produits de combustion puissent sortir directement, d'accord? Ok? Voilà ce qu'on appelle un conduit shunt et sa mise en application. Okay. Maintenant, vous avez le conduit shunt, les éléments du conduit shunt que vous devez avoir, les sections et les dimensions minimales. N'est-ce pas? Vous allez avoir les conditions minimales. Alors, regardez, ce que j'ai ici, cette partie-là, c'est cette partie, d'accord? Ok? Et cette partie ici, donc je mets 1, si vous voulez, et ici je mets 2. D'accord? La partie 1, elle est là. D'accord? Et la partie 2, elle est là. Donc, c'est le petit bout là que vous avez, d'accord? Ici. D'accord? Donc, les sections minimales que vous devez prévoir. N'est-ce pas? Alors, bien sûr, maintenant aussi, quelque chose qui est très importante, qu'est-ce qu'il faut voir? Si vous commencez, par exemple, si vous avez un bâtiment qui commence ici, d'accord? Alors, vous ne pouvez pas monter directement comme ça, autant de, disons, de boisseaux, disons, que vous avez ici. Donc, vous ne pouvez pas monter. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Je parle par exemple disons, du local 1, par exemple, l'étage 1, 2, 3, 4, d'accord? Ok? Oui. Qu'est-ce que vous remarquez? À partir du 6e étage, qu'est-ce qui se passe? 7e étage. Est-ce que je continue à faire la même chose? Non. Non. Vous changez carrément, disons, de conduite et vous le rendez indépendant, d'accord? Ça, c'est pratiquement tous les 6 étages ou 5 étages. Vous êtes obligé de changer de la section de votre conduit de fumée. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Oui ou non? C'est clair?
Ça, c'est une chose très importante que vous devez considérer aussi. S'il vous plaît, Oui, j'écoute. à partir de ces éléments, on change la section. Ça, c'est la réglementation parce que surtout, disons, le débit des conduits, le débit des fumées, le débit des fumées. Parce que regardez, si vous partiez par exemple avec disons, avec un seul boisseau, d'accord, un seul conduit de fumée, vous allez avoir, par exemple, à la fin de votre bâtiment, vous allez avoir des sections qui seraient très importantes, n'est-ce pas? D'accord? D'accord, c'est Zimouche qui a posé la question, je suppose, non? Oui, monsieur. D'accord? C'est pour éviter que vous ayez des sections trop importantes. D'accord? D'accord. Très bien. Et donc, voilà ce qu'on appelle un conduit shunt. Ce qui vous retenez, voilà, c'est un conduit shunt. Donc, c'est juste les évacuations des gaz brûlés que vous avez. Alors, bien sûr, ici, par exemple, vous avez des sections ici, d'accord? Vous avez des sections, ok? Alors, justement, là, qu'est-ce que vous remarquez, s'il vous plaît? Chose qui est très importante. Si je vois cette coupe, la coupe AA que vous avez ici, d'accord? Si je vois la coupe AA que vous avez ici, d'accord? N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez une partie 1 qui est là, d'accord? Ok? Vous avez une partie 2 qui est là. Vous avez une partie 3 qui est là. Et vous avez une partie 4 qui est là. C'est ça? Oui ou non? Oui. Qu'est-ce que vous avez compris à partir de cette section, s'il vous plaît? J'écoute. Chaque partie a un rôle spécifique. Non, regardez, c'est-à-dire que si vous voyez ici, le A, c'est pour le conduit normal. Donc, si vous êtes ici, ça c'est pour l'évacuation des gaz brûlés des étages de 1 à 6, n'est-ce pas? Le A. Oui? Oui, monsieur. Maintenant, pour le 2 c'est quoi? C'est l'évacuation des gaz brûlés de l'étage 7 à 11. Oui. Ok? Et maintenant, qu'est-ce que vous avez deux sections. Donc, ça c'est, la première section, la 3, c'est pour le raccordement des appareils à gaz. Ok? Le raccordement des appareils à gaz. Ok? Et ensuite, qu'est-ce que vous avez? Ici, c'est pour la ventilation. C'est pour la ventilation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Que l'évacuation des gaz, le raccordement, disons, des équipements à gaz, et la ventilation ne se font pas par le même conduit, n'est-ce pas? C'est clair? Oui. Très bien, voilà, donc on continue. Alors, s'il vous plaît, maintenant, il y a quand même une réglementation qui se trouve ici, le RATG, ce qu'on appelle les règles ATG. Vous pouvez les télécharger, donc les règles ATG, vous pouvez les télécharger simplement, aucun problème, ok? C'est clair, s'il vous plaît? Oui? Oui, monsieur. Très bien. On continue, non? Donc maintenant, vous avez donc les appareils à circuit étanche. Alors, qu'est-ce que vous comprenez, donc que représentent, si vous voulez, les appareils à circuit étanche? J'écoute. Qu'est-ce que c'est qu'un appareil à circuit étanche? J'écoute. Qu'est-ce que c'est qu'un appareil à circuit étanche? Vous voyez le schéma avec moi, non? Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je vous prends un exemple simple. Si vous avez votre chaudière murale ou bien le chauffe-eau que vous avez à la maison, que nous avons tous à la maison, d'accord? Oui. Ok? Le brûleur, il est atmosphérique. Oui. Vous le voyez, n'est-ce pas? Oui. L'air de combustion qui est utilisé par votre chauffe-bain ou votre chaudière murale, elle le prend directement de l'environnement autour de votre brûleur, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Maintenant, une chaudière étanche, qu'est-ce que vous avez? Normalement, c'est la chaudière, elle est complètement enveloppée. Vous voyez un petit peu, la chaudière est complètement enveloppée. Ok? Agréable? Ensuite, vous ramenez de l'air neuf que vous voyez en bleu ici. Donc ça c'est de l'air neuf. D'accord? Ça, c'est de l'air neuf. Qui est ramené par une turbine pour avoir la combustion. Mais c'est complètement enveloppé. Donc vous avez une gaine qui est raccordée directement à votre chaudière et qui est complètement isolée vis-à-vis de l'environnement où elle est installée. Ensuite, les gaz brûlés, une fois que vous avez des gaz brûlés, ils sont aussi,
si vous voulez, éliminer, soit de façon naturelle ou bien par le turbine vers l'extérieur. Donc ici, si vous avez, par exemple, si vous êtes chez vous, vous ne voyez rien du tout. Le brûlot, vous ne pouvez pas le voir. C'est ce qu'on appelle une chaudière à circuit étanche. D'accord? D'accord, s'il vous plaît? Oui? Oui. Donc la chambre de combustion est complètement isolée vis-à-vis du local où elle est installée. Ça évite pas mal de problèmes, n'est-ce pas? De sécurité surtout. Hein? Monsieur, وقتاش نوتيليزا هاد لو تيب تاع لي زاباري؟ Pardon? وقتاش نوتيليزا هاد لو تيب؟ Ben écoutez, si vous avez de l'argent, vous pouvez l'utiliser. D'accord? Si par exemple vous n'avez pas de possibilité de ramener de l'air pour la combustion directement de l'extérieur. OK? Si vous êtes par exemple dans un bâtiment où votre appartement se trouve à l'intérieur, pas de possibilité par exemple d'avoir, comment dirais-je, disons une vue vers l'extérieur pour amener de l'air neuf, vous ne ramenez pas un conduit ici directement de l'extérieur. N'est-ce pas? Oui. C'est bon? Oui? Oui, monsieur. D'autres questions, s'il vous plaît? D'autres questions? Non. On continue. Donc en fait, ça c'est juste disons des histoires de mise en œuvre. Donc vous regardez un petit peu, donc qu'est-ce que nous pouvons avoir, d'accord? Voilà les types. Donc vous voyez par exemple ici c'est quoi? Vous ramenez l'air directement de l'extérieur, n'est-ce pas? Et ensuite vous allez par exemple, si vous voulez par une bouche extérieure, vous allez avoir votre chaudière ici, bien sûr, vous allez avoir l'évacuation des gaz brûlés, n'est-ce pas? Elle est toujours étanche. Maintenant, vous pouvez avoir par exemple de l'air qui est ramené par un conduit concentrique, d'accord? C'est les fameux qu'on a vu, chaudières qu'on a vu en cours déjà, c'est les chaudières 3CE, n'est-ce pas? Ok? C'est les chaudières 3CE, n'est-ce pas? Ok? Ensuite, vous avez une possibilité de la façon de faire, donc vous allez pouvoir avoir directement, vous ramenez l'air depuis l'extérieur de ce côté-là, vous le ramenez, ensuite vous évacuez les gaz brûlés. Donc, les trois possibilités, disons, de raccordement des chaudières étanches. OK? Voilà ici un petit peu donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Possibilités que nous pouvons avoir, etc. Agda? Oui? Très bien, on continue. On continue. Donc, ça, c'est aussi l'évacuation des gaz brûlés. Donc, ça, c'est juste des dispositifs sécuritaires. Donc, comment placer les bouches d'amener d'air par rapport, si vous voulez, à la ventilation que vous avez ici, d'accord, depuis l'extérieur. N'est-ce pas? Ça, c'est juste des dispositions de mise en œuvre. C'est à vous de le voir par la suite. OK? Voilà, donc, ce qu'on appelle des chaudières donc, de continuité 3CE. D'accord? OK? 3CE. Donc, en fait, vous avez donc conduit collectif, chaudière, étanche. 3C et un E. On les a vus déjà, pour la peine de revenir dessus. Très bien. Je pense que, bon, voilà maintenant, donc, avec un conduit, disons, de fumée chaudière étanche, comment il doit se faire. Vous voyez un petit peu le schéma, s'il vous plaît? Oui? Voilà, donc vous avez votre chaudière qui est complètement enveloppée, vous avez l'air neuf qui arrive de ce côté, vous avez les gaz brûlés qui sortent dans ce sens. Alors, on va maintenant, ce qui est important pour nous, s'il vous plaît, c'est le dimensionnement des conduits de fumée, d'accord? C'est le dimensionnement des conduits de fumée. Alors, donc, le dimensionnement, c'est clair, donc en fait, c'est avoir le diamètre, d'accord? Et bien sûr, surtout le diamètre et la hauteur de vos conduits de fumée qui nous intéresse. OK? Bien sûr, il se fait dans ce processus d'été du 1275, d'accord? Et bien sûr, donc, vous avez donc, le diamètre, disons, c'est calculé quoi? C'est surtout le diamètre, d'accord? Oui, j'écoute Zimouche. C'est Ben Gaïd. Ben Gaïd, pardon, je vous écoute. Monsieur, pour l'ANF, c'est une évacuation d'un dispositif naturel ou... Non, vous pouvez avoir, bien sûr, vous pouvez avoir, par exemple, si vous le voyez, le foyer qui est en dépression, d'accord? Vous pouvez avoir donc juste par tirage thermique, d'accord? Par exemple, si vous avez la température extérieure qui est là, d'accord, et vous avez la température supérieure, donc le tirage thermique se fait en fonction de la hauteur. D'accord, Miguel? Oui. Donc le tirage thermique, on l'a vu, donc c'est en fonction de la température, à l'intérieur et à la température, en fonction de la hauteur. D'accord? Si vous pensez par exemple que la hauteur n'est pas suffisante pour avoir, si vous voulez, une évacuation des gaz vers l'extérieur, vous allez utiliser un ventilateur tout simplement, d'extraction. D'accord? Oui? C'est bon, d'autres questions, s'il vous plaît? D'autres questions? J'écoute.
Pas de question. Donc, on va continuer, d'accord? Alors maintenant, ce qui est important pour nous, s'il vous plaît, donc c'est la détermination de la hauteur et surtout de la hauteur. Alors, bien sûr, la hauteur, c'est pourquoi faire. Pourquoi nous avons besoin de connaître la longueur, c'est-à-dire la hauteur de votre conduit de fumée. Oui? Oui? Pourquoi avons-nous besoin de la hauteur? J'écoute. J'écoute. Ben, c'est pour le tirage thermique. La hauteur, nous avons besoin de la hauteur, c'est pour le calcul du tirage thermique, n'est-ce pas? OK? Et bien sûr, le diamètre, c'est pour pouvoir donc, calculer disons, le débit de gaz brûlé que nous devons évoquer. D'accord? Et bien sûr, vous avez toutes les données dont vous avez besoin pour pouvoir le faire. OK? Donc, bien sûr, ça c'est concerne sur l'alimentation française, mais en fait, on peut l'utiliser chez nous. Donc, on considère par exemple la température extérieure, et nous avons cette température, d'accord, en hiver, et bien sûr, la température intérieure, vous avez 18. Et ça nous permet de calculer quoi, s'il vous plaît? Ça nous permet de calculer quoi? Ça nous permet de calculer le tirage naturel, le tirage thermique naturel, tout simplement. D'accord? N'est-ce pas? Maintenant, le débit en sortie des chaudières. C'est ce qui m'intéresse, n'est-ce pas? Alors, le conduit, donc, vous avez ici donc, le débit millicycle des fumées, donc des gaz brûlés, il est donné par cette relation. Il est donné par cette relation, c'est 1,30 fois 1 plus E sur 100 multiplié par la puissance du brûleur que vous avez ici. Alors, E, c'est quoi? Vous le lisez ici. C'est quoi le E? C'est quoi le E? C'est le pourcentage d'excès d'air. C'est l'excès d'air. C'est le pourcentage d'excès d'air. D'accord? Ensuite, la puissance ici, c'est quoi? La puissance, le P, c'est la puissance du brûleur. OK? Oui ou non? Oui. Oui, monsieur. Mais regardez, l'unité, elle est donnée comment l'unité? Qu'est-ce que vous lisez, s'il vous En plaît? thermie par heure. Alors, bien sûr, on termine par heure, mais il y a quelque chose quand même à côté, non? C'est quoi que vous lisez? Je peux voir comment on fait que... Donc, si vous laissez la puissance du brûleur en termine par heure, vous repassez au pic, n'est-ce pas? Par exemple, vous avez un PCI et vous avez aussi un, oui, le P, n'est-ce pas? Monsieur, pardon, le son ne coupe pas. Et ça, c'est supérieur. Oui. Pardon? Vous voyez pas? Oui, Monsieur, j'écoute. le son, Quelqu'un parle? Le son. Je répète. Est-ce que vous m'entendez tous ou il y a un problème? Ok, donc. C'est bon là, vous m'entendez? Vous m'entendez tous, s'il vous plaît? Oui, donc. Oui? Très bien, ça va. Donc, si vous voulez, donc, on avait défini donc, le PCI et le PCS. Quelle est la différence entre les deux, s'il vous plaît? Quelle est la différence entre le PCI et le PCS? J'écoute. J'écoute. Oui. supérieur. Quelle est la définition le PCI et le PC? Oui. Et c'est alors, quelle est la différence entre le PC et le PC, on l'avait défini, d'accord? C'est la quantité d'énergie en joule qui est libérée par un mètre cube de gaz, c'est ça? Oui ou non? OK? Et ensuite, donc, vous avez le P, disons que le PC et le PCL. Bien sûr, disons,
Donc vous avez donc, Est-ce qu'on entend moi, non? Ouais, je pense que... vous ajoutez la quantité. Dans la vapeur. D'accord? Voilà. Donc ici, vous ne considérez pas l'énergie qui est véhiculée par la vapeur d'eau. Ici, vous considérez la vapeur d'eau qui est véhiculée donc par les gaz. D'accord? C'est bon? C'est clair? C'est bon là, s'il vous plaît, on peut continuer? Ok. Donc on continue. Monsieur, C'est la... Oui, j'écoute. monsieur Oui. le son ماناش كاع Vous نسمعو. m'entendez? Pardon? Pardon, Touniette? قلت لك ما سمعناكش كامل. Je répète. Je répète, d'accord? Ah, d'accord, je vais... Oui? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Ça dépend, c'est... Je sais qu'il y a des pauses, il y a des moments c'est comme ça, d'accord? Ok? Est-ce que vous m'avez entendu? Donc je répète, vous avez le PCI et le PCS, on va les définir par la suite. Donc le PCI c'est quoi? C'est la quantité d'énergie qui est libérée par un mètre cube de gaz brûlé, sans considérer l'énergie qui est apportée par la vapeur d'eau qui se trouve, si vous voulez, dans les gaz brûlés. Ok? Le PCS, c'est la quantité d'énergie qui est libérée par le gaz, plus la quantité d'énergie qui se trouve dans la vapeur d'eau dans les gaz brûlés. Ok? Tout simplement. Donc on revient un petit peu ici, donc voilà, donc la quantité de fumée, le débit de fumée qui est généré, donc en fait c'est A30 fois A, donc ça c'est l'excédent, on va le voir comme on le calcule tout à l'heure. Alors s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va anticiper un petit peu? L'excédent, ça dit quoi pour... Qu'est-ce que ça dit, ça dit quoi? Si je regarde par exemple, d'accord? Si par exemple je brûle un hydrocarbure, c'est CnH, c'est un hydrocarbure, n'est-ce pas? Oui, non. Qu'est-ce que j'ajoute? J'ajoute de l'oxygène. Vous brûlez, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que j'obtiens? Qu'est-ce que j'obtiens normalement? Si la combustion... CO2. Bon, je peux dire par exemple, si vous voulez, ça peut être soit du CO2, Plus soit H2O. du CO, n'est-ce pas? Oui. Regardez, du CO, plus quoi? Plus de la chaleur, Plus quantité de chaleur. et plus de la vapeur, H2O. la vapeur. Ok? Alors, quand est-ce que j'ai du CO2? Quand est-ce que j'ai du CO? Donc, ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi? Ça dépend de la quantité d'oxygène que je donne. Oui. D'accord? Donc, la quantité d'air que je vais donner. D'accord? Il y a plusieurs cas pratiquement sur d'accord? Je peux avoir, par exemple, je peux fournir une quantité d'air qui est importante. D'accord? Je peux donner, par exemple, certaines quantités d'oxygène d'air qui est juste ce qu'il faut pour brûler la quantité de gaz que j'ai. D'accord? Je peux donner une certaine quantité d'air qui est inférieure à ce que je dois avoir. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Donc ici, par exemple, c'est juste ce qu'il faut. C'est ce qu'on appelle une combustion neuve. D'accord? Ici, donc, si l'oxygène, l'air que je donne pour la combustion est en excès, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une combustion. J'ai un excédent, d'accord? Ici, j'ai, disons, une quantité d'air qui est inférieure. Donc à ce moment-là, je vais avoir un défaut d'air. Et si la combustion est complète, ou bien un excédent, je vais obtenir certainement du CO2. D'accord? Et si la combustion de l'air est inférieure à ce que je dois avoir, vous allez obtenir du CO tout simplement. D'accord? C'est clair? Et le pourcentage, ça dépend de ce que vous avez. D'accord? Ici que nous avons. Maintenant, regardez, si vous n'avez pas, par exemple, si vous ne connaissez pas donc l'excédent, donc on vous donne ici juste donc, comment dire, une simplification, ça c'est le détail qui vous le donne, ici une simplification pour pouvoir calculer la quantité de fumée qui est produite. Par exemple, si vous avez, par exemple, un générateur fonctionne en charbon, en biomasse, d'accord? La quantité de fumée, donc le débit massique de fumée, c'est 2,2 fois la puissance, ok? N'est-ce pas? Oui. Ok.
OK? Maintenant, lorsque vous avez un générateur qui fonctionne au mazout, au fioul, c'est 1,9 fois la puissance. Et si vous avez, par exemple, un générateur qui fonctionne au gaz, voilà, c'est 1,7 fois la puissance. OK? Ça, c'est des formules approximatives pour pouvoir calculer le débit de fumée dans un avant-projet. Nous sommes d'accord là-dessus? Oui, non. C'est clair? Oui. C'est clair, s'il vous plaît? Très bien. Et donc maintenant, vous avez maintenant les excédents que nous devons considérer. D'accord? Les excédents que nous devons considérer. D'accord? Alors bien sûr, si vous avez du charbon, l'excédent il est à peu près de 70%, n'est-ce pas? OK? Et bien sûr, ici, vous avez le fioul, vous avez un excédent de 45%, et pour le gaz, vous avez un excédent de quoi? De 30%. Alors, que représente l'excédent d'Abreu, s'il vous plaît? Qu'est-ce que représente l'excédent? Oui? Je repars un petit peu vers ma formule chimique, d'accord? Plus O2, donc vous avez du CO2, d'accord? Plus la chaleur, plus le H2O, d'accord? L'excédent, ça veut dire quoi? Que si j'ai par exemple une certaine masse, si vous voulez, de carburant, d'accord? Que vous avez ici, d'accord? Qu'est-ce que vous devez avoir? Vous n'allez pas donner exactement ce qu'il faut, donc vous êtes obligé de donner, par exemple pour la biomasse, 70% d'excédent par rapport à la combustion neutre. D'accord? C'est clair? Donc vous allez, par exemple, si vous avez besoin de 100 litres d'air, d'accord? Vous allez donner 1,70 litres pour pouvoir, si vous voulez, avoir une combustion complète. Si c'est le gaz, vous allez ajouter 30% supplémentaire par rapport à la combustion neutre. D'accord, s'il vous plaît? C'est clair? Oui. Oui? Très bien. Donc, ça, c'est les. Donc, on revient un petit peu donc, ici. Donc, ça, c'était juste. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour avoir, disons, ça, c'est la formule. Donc, qu'est-ce que je fais si je dois le calcul de débit de fumée? D'accord? Alors, est-ce que quelqu'un. Donc, vous avez ici donc, la thermie. Donc, la thermie par là. C'est quoi la thermie par là, s'il vous plaît? C'est quoi la thermie par là? Vous avez l'habitude de travailler avec quoi? D'accord, c'est le kilowatt. Alors, quelle est la correspondance entre la télé par heure et le kilowatt? 1,163. Voilà, d'accord, ok. Donc vous avez un petit peu donc, la correspondance entre les deux. Et vous avez la puissance. Donc si je prends par exemple, c'est du gaz, qu'est-ce que je fais? Supposons que j'ai par exemple, disons, comment dirais-je, j'ai par exemple 1000 kilowatts. D'accord? Je transforme ça en quoi? En thermie. D'accord? Je transforme ça en thermie par heure, bien sûr, relative au PC du gaz que j'ai ici. D'accord? N'est-ce pas? Et je remplace. Donc, si c'est par exemple du gaz, je vais avoir 1,30 plus 1 plus. Ici, c'est combien? C'est 30. 30 divisé par 100, parce que c'est 30%, d'accord? Multiplié par la puissance que je transforme en thermie par heure. OK? Regarde. Très bien. Donc, on revient ici. Donc, vous avez les pourcentages. Maintenant, vous avez donc la température à l'entrée des cheminées. D'accord? Vous avez les températures donc, que vous avez, évidemment. Alors, regardez un petit peu. C'est fonction de quoi, les températures? OK? En fonction du rendement de combustion et le combustible. Oui. Le type de combustible. Voilà. D'accord? OK. Donc qu'est-ce que nous allons faire? OK? Qu'est-ce que nous allons faire? Ce tableau, il sert à quoi d'après vous? Allez, dites-moi. Oui? Ce tableau, qu'est-ce qu'il vous permet de calculer? La température à l'entrée de la cheminée, n'est-ce pas? Alors? Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous avez sur ce tableau? Regardez. Le rendement de combustion, n'est-ce pas? Okay. Vous avez le rendement de combustion. Ici, vous avez le type de combustible. D'accord, type de combustible. Ici, qu'est-ce que vous avez? L'excédent. Et vous avez un exemple. Ça, c'est pour voir, obtenir l'écart de température entre les fumées sorties chaudière et la température extérieure, n'est-ce pas? OK? D'accord, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Alors, bien sûr, regardez qu'est-ce que j'ai. Ils ont pris un exemple, on va le reprendre, d'accord? Supposons par exemple que vous avez un rendement de
94%. D'accord? C'est ce qui est ici, n'est-ce pas? OK? Oui. Ensuite, Ah, بيحاول تاخده كمان كونكشن عندي. بيحاول تلاقيه. à peu près. Donc, à l'entrée de la cheminée, vous avez une température de 132 qui est donnée par la combustion, moins les 30 degrés disons, de votre local, et vous avez 102 degrés exactement. C'est un tableau qui vous permet un petit peu de déterminer. Alors bien sûr, ce tableau, il est donné par quoi, s'il vous plaît? Par le constructeur généralement. Et si vous n'avez pas, le constructeur ne vous donne pas cette température, ben vous pouvez utiliser ce tableau pour pouvoir calculer la température à l'entrée de la cheminée. N'est-ce pas? Alors, pourquoi avons-nous besoin de cette température, s'il vous plaît? Toujours, là, je reviens un petit peu à ma question. Pourquoi avons-nous besoin de cette température à l'entrée de la cheminée? Toujours. J'écoute. J'écoute. C'est pour pouvoir calculer le tirage thermique. Vous avez la température juste à l'entrée du conduit de fumée. Vous avez la température extérieure. Vous pouvez calculer le tirage thermique tout simplement. OK? C'est bon? On continue ici. Et bien sûr, ça c'est clair. Donc en fait, si on a la température à l'entrée, on peut calculer la température en tout point de la cheminée. D'accord? On peut calculer la température en tout point de la cheminée. Alors, est-ce que cette formule ne vous rappelle pas quelque chose? J'écoute. Est-ce que cette formule ne vous rappelle pas quelque chose, s'il vous plaît? Non? On l'a fait lorsqu'on a vu, par exemple, le calcul de la température le long d'une tuyauterie. D'accord? Oui, non. En fait, qu'est-ce que vous avez si vous regardez ici? Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez de la fumée qui circule à l'intérieur de votre cheminée. Vous avez la température ambiante du local par où passe cette cheminée. Vous avez la longueur de votre conduit de fumée, etc. Vous avez le diamètre. Et bien sûr, on peut calculer la température. Si c'est par exemple T0, qui est à l'entrée de ma cheminée, par exemple, d'accord? Je peux calculer la température le long de mon conduit de fumée jusqu'à la sortie, tout ça. D'accord? Bien sûr, si j'ai un conduit c'est en fonction de la longueur. Bien sûr, c'est aussi en fonction du coefficient, donc du matériau que vous utilisez. Et bien sûr, c'est le débit massif que vous avez, etc. C'est clair? Oui? D'accord? Très bien. Donc, ça vous permet un petit peu de calculer la température le long du conduit de fumée que vous avez, du début jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie de votre conduit de fumée, tout simplement. C'est clair? Et donc, on continue là. Donc, en fait, bon, ça, c'était la formule qui permettait un petit peu de calculer la température le long de votre conduit de fumée.
Alors, à défaut, disons, pour ne pas faire des calculs assez fastidieux, qu'est-ce qu'on fait? On utilise ces approximations, d'accord? OK? Alors, vous avez par exemple une chute de température à peu près de 3 degrés par mètre linéaire pour les carnot, d'accord? Pour les carnot en tonnes, d'accord? OK? C'est la gaine, ce que vous voulez. C'est 1,5 degrés par mètre pour les carnot maçonnés, c'est par exemple si ils sont en béton, tout ce que vous voulez, d'accord? Bien sûr, maintenant, c'est 0,8 degrés par mètre pour les carnot qui sont calorifugés. Donc, vous les protégez donc, en mettant de la laine de verre, tout ce que vous voulez. N'est-ce pas? Oui? Est-ce que c'est clair? Oui? Oui. Très bien. Maintenant, bien sûr, vous avez par exemple, si vous voulez, les pertes de charge, parce que si vous avez par exemple disons, un ventilateur que vous devez dimensionner pour l'évacuation des gaz brûlés, vous êtes obligé de connaître les pertes de charge, parce qu'un ventilateur, c'est la perte de charge en fonction du débit qui est véhiculé des fumées, etc. D'accord? Donc, pour le calcul éventuellement des conduites de fumée, lorsque vous avez un ventilateur, alors bien sûr, première approximation, d'accord, vous avez par exemple les pertes de charge par mètre linéaire que vous pouvez avoir, d'accord? Voilà ce que vous pouvez avoir, disons, ça, bien sûr, ça c'est, comment dirais-je, c'est pertes de charge singulières, d'accord? Ça aussi, donc, c'est les coudes, etc., d'accord? Ça aussi, c'est pour les coudes qui ne sont pas 90, et bien sûr, ça c'est pour les coudes à grand rayon que vous avez. Mais en fait, généralement, vous allez faire votre calcul normalement, d'accord? Et vous devez prendre une vitesse à peu près qui ne doit pas dépasser les 4 mètres par seconde, d'accord? Je suis désolé, il y a beaucoup de vent. Vous entendez là le bruit? Ok? Très bien. Et donc, voilà, ça vous permet. Vous avez toutes les singularités. Vous avez toutes les singularités que vous avez ici, donc pour pouvoir calculer les pertes de charge singulières de votre installation. Très bien? Donc, regardez maintenant, donc, pour le tirage thermique, donc, vous avez toujours la relation que nous avons ici, d'accord? On revient un petit peu, donc, ici, quoi, c'est G, donc c'est OGH, d'accord, c'est GH, vous avez ici. Et bien sûr, vous avez, donc, éventuellement, donc, c'est le rôle, c'est quoi? C'est la masse volumique de l'air extérieur, la masse volumique des gaz de fumée. Donc, c'est toujours lié à la température, c'est toujours lié à la température, selon la loi des gaz pâles. Bon, on y revient toujours avec ces choses-là, donc vous les connaissez, on n'a pas besoin de s'attarder, d'accord? OK? Regarde? OK? Et donc, voyez un petit peu donc, les pertes de charge que vous avez, il faut toujours les considérer. Donc, les pertes de charge, c'est surtout là, vous avez certaines pertes de charge à l'aspiration, bien sûr, au niveau. Vous avez aussi la perte de charge au niveau de votre chaudière, etc. Et vous avez donc la perte de charge totale. Il faudrait que votre tirage thermique, il faudrait qu'il soit supérieur à toutes les pertes de charge qui sont occasionnées, que ce soit à travers le foyer et à travers surtout les conduits de fumée jusqu'à la sortie. D'accord? C'est clair? Oui ou non? Oui. Voilà, donc en fait, on termine, si vous voulez, avec, disons, les normes que vous devez voir, d'accord, s'il vous plaît? Donc vous avez les normes que vous devez avoir ici. C'est clair? Oui ou non? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Monsieur, c'est des normes françaises. Oui, c'est des normes françaises. Malheureusement, nous n'avons pas de normes au niveau algérien, malheureusement. D'accord? OK? D'accord. Essayez un petit peu, donc, si vous voulez, de jeter un coup d'œil sur ces DTU. Ça vous permettra un petit peu de comprendre les choses. OK? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? Avant que l'on se quitte aujourd'hui, on va se quitter un peu plus tôt. J'écoute. Pas de questions? Monsieur, demain à 10h, Inch'Allah. À 10h, parce qu'à 10h, Inch'Allah. D'accord? OK? Demain à 10h. OK? De toute façon, regardez. Alors justement, j'en profite parce que pourquoi j'ai dit à 10h? J'avais une réunion ailleurs, mais comme chauffe-eau. Si on me confirme ce soir la réunion à 10h, disons à 12h, on garde 10h. Si la réunion est reportée, on va commencer à 11h. Je vous appellerai l'après-midi, Inch'Allah. Inch'Allah, monsieur. D'accord? Ben, je vous remercie. Donc, allez, à demain, Inch'Allah. Au revoir. Merci. Je vous en prie, allez, au revoir.